Enregistrement. Voilà. Et donc, on va pouvoir démarrer cette présentation. Hop. Voilà, alors d'abord, vous présenter un petit peu le réseau pour que vous situiez un petit peu d'où est-ce qu'on parle. Ensuite, on présentera la démarche dans le détail et puis on finira par ce temps d'échange dont je parle. Alors, le RNMA, c'est le réseau national des maisons des associations qui compte aujourd'hui un peu plus de 100 membres, répartis, comme vous le voyez sur cette carte, avec une spécificité. Donc, c'est des structures qui vont tout accompagner le développement de la vie associative à l'échelle de leur territoire. Alors, on s'appelle Réseau national des maisons des associations, mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement des maisons des associations qui composent le réseau, parce qu'on a la spécificité justement d'avoir des maisons sous statut associatif et d'autres sous statut public, des collectivités, avec pour certains des services vie associative de collectivités. Et voilà, cet échange, cette hybridité est vraiment fait la richesse de notre réseau. Pour les fonctions du RNMA, elles sont relativement classiques pour une tête de réseau. La première, c'est justement de faire réseau, c'est-à-dire de créer des synergies entre les différents membres, ce qui va pouvoir passer par des rencontres nationales qu'on organise régulièrement. Ça va être la coordination d'un certain nombre de projets en commun. Alors l'Observatoire en est un bon exemple. Voilà, on a identifié un enjeu commun au niveau du réseau, la connaissance de la vie associative à l'échelle locale, et on a déployé cet outil de connaissance. Mais voilà, il y a bien d'autres chantiers au sein du réseau, autour des questions d'engagement, autour du métier d'accompagnateur, voilà, etc. Et le dernier, ça va être une manière de se faire écho un peu des enjeux et des problématiques des maisons des associations et des petites et moyennes associations qui adhèrent à ces maisons, et de s'en faire le relais, voilà, auprès d'un certain nombre de partenaires publics et privés qui peuvent accompagner ou être partenaires de la vie associative. Alors, pour partir sur la démarche d'observation locale de la vie associative, à l'origine, on a fait le constat qu'on connaissait très mal la vie associative à l'échelle d'un territoire. La statistique publique est assez faible pour décrire la vie associative, où elle est souvent organisée pour décrire les réalités du monde économique, et la vie associative s'y retrouve finalement assez mal là-dedans. Donc, on a ressenti le besoin de s'outiller pour mieux connaître cette vie associative, voir comment elle s'organisait, et puis voir quels étaient ses besoins à l'échelle locale. On s'est donc inspiré de ce qui existait en 2006, et c'est les travaux de Viviane Tchernonog, qui est chercheur au CNRS, qui produit régulièrement des paysages associatifs français. C'est de ces travaux-là qu'on est parti pour décliner cette méthodologie d'observation nationale, la décliner à l'échelle locale. Euh, donc voilà, ça a été un travail assez progressif, euh, voilà, des tests au départ, puis la confirmation, la création de nouveaux outils, etc. Et à partir de 2021, qui est l'évolution la plus récente, un système de lancement d'observation synchronisée qui permet en fait de constituer des vagues d'observatoires qui vont observer de manière conjointe, ce qui permet à la fois de faciliter l'accompagnement des observatoires, et surtout de créer une dynamique d'échange et de partage entre les observatoires euh, voilà, qui est utile à tous. En termes d'objectifs, l'idée de cette démarche, on se fixe 3 objectifs qui sont propres à l'observation. C'est évidemment d'objectiver les réalités. On a tous des ressentis sur la manière dont est structuré le tissu associatif,
il peut s'organiser au niveau du territoire, etc. L'idée de l'enquête est justement de venir objectiver ces réalités, de mettre des chiffres sur tout ça et de pouvoir le partager. Euh, alors le deuxième objectif est de mesurer les évolutions. Alors forcément pas lors de la première enquête, parce que ben, on va commencer par prendre une photo un peu statique et c'est qu'au bout de la deuxième observation qu'on pourra faire des comparaisons entre les deux millésimes et puis voir effectivement comment ça évolue. Mais en tout cas, c'est l'ambition d'un observatoire de pouvoir décrire de manière longue les évolutions de la vie associative. Et enfin, se comparer, la méthode qu'on propose s'applique en fait à différents territoires. Aujourd'hui, on a une cinquantaine d'observatoires qui sont actifs dans le réseau et donc ça permet aussi de mesurer les réalités à l'aune des différents territoires et de se comparer, comme je le disais, on s'inspire du travail de Liliane Tchernonov, donc de se comparer aussi à ce qui peut se faire à l'échelle nationale. Voilà, évidemment, l'enjeu de ce type de démarche est de connaître pour agir. Alors la connaissance est évidemment intéressant de la construire et on voit bien que là, elle est inexistante, donc il y a un enjeu à la construire, mais pour agir, en tout cas, nous, c'est vraiment dans cette logique qu'on s'inscrit. On présentera tout à l'heure, Luciana présentera la manière dont on va associer un certain nombre d'acteurs à ces démarches-là, mais c'est évidemment un aspect essentiel que de se garantir d'une transformation des réalités, de la prise en compte des besoins et des difficultés qu'on va pouvoir constater. C'est le sens de ces démarches. Euh, et donc, c'est en ça que vous voyez sur le schéma de droite, là, un certain nombre d'objectifs. Alors, évidemment, aider la décision, que ce soit à l'échelle des collectivités et des pouvoirs publics dans l'orientation des politiques publiques, mais aussi à l'échelle associative, dans l'organisation des appuis et de l'accompagnement qui peut être fourni à la vie associative. Évidemment, communiquer sur le secteur, hein, c'est un secteur, comme on l'a dit, qui est mal connu, où il y a aussi beaucoup de préjugés sur le monde associatif, donc il est toujours intéressant de partager ces réalités. Un outil de reconnaissance, la vie associative est plurielle, hein, notamment présente dans différents secteurs, etc. L'enjeu de reconnaissance de la vie associative dans sa globalité euh, est, euh, est toujours un enjeu important. On le voit hein, au niveau des collectivités, il y a la, la, la vie associative est souvent partagée entre différentes directions. Ce type d'enquête permet voilà aussi d'approcher la vie associative au-delà de ces différentes entrées, sport, culture, éducation, etc., et de travailler en transversalité sur cet enjeu, sur les enjeux de la vie associative. Mais de la même manière, on le remarque dans les restitutions qui sont faites des enquêtes, bien souvent les associations de différents secteurs n'ont pas d'occasion de se croiser et le travail sur cette enquête est aussi un moment où on va pouvoir partager les difficultés qu'on soit une association sportive, de loisirs, etc. Et ça va permettre aussi de créer une espèce de commun de la vie associative qui est intéressant à partager. Et enfin, mettre en débat les enjeux de la vie associative, évidemment, c'est l'occasion, quand on va identifier les difficultés, se poser les bonnes questions, se mettre autour de la table. Et ça va rejoindre ce que va vous présenter Luciana dans un instant autour de l'organisation de ces enquêtes. Alors, bonjour à tout le monde. Je vous présente donc la méthodologie d'enquête
On dit souvent que le fonctionnement de la démarche, elle est être appuyée dans deux genres, deux axes. Un premier axe, c'est vraiment l'enquête, donc le niveau de observation. C'est une enquête d'une logique quantitative, mais toujours avec la possibilité d'associer une partie qualitative, par exemple avec un partenariat avec l'université, avec les étudiants, etc. Donc, c'est un questionnaire d'une cinquantaine de questions environ qui va être rempli euh, une durée de 20 minutes de remplissage. Et les questionnaires, il est réparti en quatre parties. La première partie, on va questionner les profils des associations, donc le secteur d'activité, âge, périmètre d'action. Une deuxième partie autour des membres de l'association, donc le profil des dirigeants, des bénévoles, des volontaires. Une troisième volet sur les moyens de fonctionnement de l'association, donc les ressources associatives, le régime de financement, les locaux, etc. Et une dernière partie que on questionne les besoins et les perspectives des associations. Donc ça, c'est la partie observation, l'enquête. Et comme disait Sylvain, il y a aussi toute l'importance d'une dynamique interacteur autour de l'enquête. Donc, on dit que c'est cette partie, c'est la partie vraiment observatoire et que l'enquête, l'OLVA, elle va associer donc l'observation et l'observatoire. Cet observatoire, c'est la possibilité d'associer d'autres acteurs du territoire qui vont être concernés par l'enquête. Ça peut être des acteurs associatifs, tels que les réseaux, mais aussi des acteurs publics, euh, pour garantir une bonne diffusion de l'enquête, mais aussi la possibilité de faire vraiment une action post-enquête. Comme disait Sylvain, l'idée, c'est de faire une photographie du tissu associatif local, mais notre intérêt, c'est aussi de pouvoir répondre à ces besoins des associations qui se sont exprimées. Euh, donc, l'enquête, elle va permettre d'un côté la construction des connaissances à partir des données statistiques et de l'autre côté, elle va permettre aussi la interconnexion des acteurs associatifs ou pas du territoire. Par rapport à les étapes de fonctionnement, tu peux passer. On a trois grandes phases pour mettre en place l'observatoire. La première étape, c'est vraiment la définition des objectifs et des enjeux. Donc, c'est la préparation de l'enquête. C'est là où le rencontre avec d'autres acteurs, les services en interne, vous allez pouvoir discuter et dire oui, mais on a des objectifs et des enjeux spécifiques à notre territoire. Quelles vont être les questions complémentaires que nous, on va vouloir mettre dans le questionnaire tronc commun. Parce que là, ce que je viens de vous présenter, le questionnaire avec quatre axes principaux, donc profil des assos, euh, profil des membres, ressources et besoins, on va pouvoir compléter avec quelques questions complémentaires qui va être en lien avec les objectifs et les enjeux de votre observatoire. C'est dans cette préparation aussi que nous, on met en place les formations, qui on va parler plus en détail par la suite. Et c'est là que nous, on regarde aussi quelles sont les données existantes sur le territoire. Est-ce qu'il y a déjà eu des enquêtes associatives sur le territoire? Et on mobilise aussi toutes les données INSEE pour les associations employeuses pour pouvoir faire un petit panorama avant enquête. Une deuxième partie, donc c'est vraiment l'enquête en tant que telle, donc la diffusion de l'enquête et le recueil des questionnaires. C'est vraiment un travail très important parce que c'est là où on va avoir vraiment besoin de mobilisation de l'observatoire, des acteurs clés qui ont été associés à la démarche pour la diffusion de l'enquête. Ça dépend aussi toujours de le fichier de départ.
Normalement, vous avez déjà un fichier avec quelques contacts des associations, mais l'idée, c'est de pouvoir toucher non seulement les associations que vous connaissez déjà, mais plus largement les associations de tout secteur et toute taille du territoire. On dit souvent que ces lancements d'enquête, ça peut être associé à un événement fort du monde associatif, comme par exemple les forums des associations. Et il y a toute une diffusion en ligne et une diffusion qui peut être aussi faite par questionnaire papier, parce qu'on sait que quand même on est en 2024, mais il y a quand même beaucoup de gens qui aiment bien remplir sur papier. Et après, donc, il y a toute la saisie de ces questionnaires en ligne. Il peut y avoir des relances sur quelques secteurs d'activité pour pouvoir avoir une cohérence dans l'échantillon. Et il peut y avoir aussi du phoning pour relancer les associations. Et donc, c'est vraiment une phase où le rôle d'animation de l'observatoire est très important en termes d'engagement, d'effort et des temps consacrés à cette enquête. Bien entendu, nous, le RNMA, on va vous accompagner avec des suivis d'enquête pour vérifier la qualité d'échantillon, en vous donnant des informations sur les associations pour que vous puissiez aussi faire des bonnes relances. Et la troisième partie, c'est vraiment la partie analyse. Nous, on propose de réaliser l'analyse et statistique de ces données, mais il y a quand même plusieurs possibilités de montage. Si dans votre service ou dans votre association, vous avez quelqu'un qui travaille bien avec les statistiques, on peut tout à fait organiser ça d'une autre manière. Mais en tout cas, si c'est à nous de le faire, on va faire tout un travail d'ingénierie, donc la vérification des cohérences des données, de croisement des variables, par exemple les secteurs d'activité, l'emploi associatif, etc. Et on produit les premiers résultats qui on partage avec vous afin de voir quels sont les approfondissements d'analyse souhaités. Euh, donc, il y a des enjeux aussi de présenter d'autres acteurs du territoire pour voir quels sont les premiers étonnements par rapport aux résultats, quelles variables on a envie de creuser. Par exemple, est-ce qu'on a envie de savoir un peu plus sur la question du bénévolat ou est-ce qu'on veut savoir un petit peu plus sur un secteur spécifique? Et la dernière étape, c'est vraiment le travail post-enquête parce que, oui, après qu'on a les résultats, c'est très bien. On va vous présenter les livrables aussi par la suite. C'est très bien, on a les résultats, les chiffres, mais comment on va pouvoir répondre aux besoins de ces deux associations? Comment est-ce qu'on va pouvoir dialoguer avec les pouvoirs publics et peut-être même faire une co-construction de politiques publiques en réponse au tissu associatif du territoire. Voilà, je te repasse la parole, Sylvain. Pardon, le temps que je rallume le micro. Euh, du coup, voilà, après, on voulait vous présenter aussi une question qui revient régulièrement, la question des moyens humains, enfin des moyens tout court et notamment des moyens humains à dédier à ce type d'enquête. Euh, alors, bon, nous, on a pour habitude de distinguer trois grandes fonctions en termes de moyens humains. La première, c'est une fonction de pilotage, toute la gestion du projet, voilà, l'organisation de la planification, les moyens, le suivi, etc., qui est assez concrètement intégrable voilà, dans nos métiers hein, comme un projet en plus. Euh, euh, Ensuite, il y a la question de l'animation en tant que telle, parce que si, comme le présentait Luciana, on va s'occuper de toute la partie analyse, toute la partie à la fois de mobilisation des partenaires, de diffusion de l'enquête, diffusion que vous ferez à la fois à partir des moyens que vous avez en interne, des mailings, etc., mais aussi en s'appuyant sur un certain nombre de partenaires qui seront à mobiliser. Voilà, c'est une fonction en tant que telle, cette fonction d'animation, alors qui soit peut être
occupé par une fonction que vous avez en interne, quelqu'un qui dédie du temps là-dessus, ou il y a la possibilité aussi d'aller, de se tourner soit vers des stages, soit vers des services civiques, soit vers, voilà, on a eu plusieurs modèles différents en la matière. Ensuite, en termes d'analyse, là pour le coup, c'est nous qui l'effectuons, comme on le disait, mais pareil, il y a la possibilité soit de mobiliser des ressources si vous en avez, soit bah, qu'on essaye de transférer. Voilà, c'est une forme de formation-action, on va dire, pour essayer de vous permettre d'internaliser cette fonction pour de futures observations. Après, en termes d'appui peut proposer le réseau, alors les premières, ça va être forcément l'accompagnement et les formations. On a trois modules, enfin deux modules de formation, une formation de 2 jours et une formation d'une journée. En tout cas, ça, c'est vraiment, on va dire que c'est le minimum pour mener ce type d'enquête. Vous voyez à droite la première formation, c'est structurer une démarche d'observation, donc sur laquelle on va voir sur 2 jours vraiment la structuration de votre démarche. Elle se fait en amont du lancement de la démarche, donc pendant la phase 1, pour reprendre les 3 phases. Et sur l'analyse de données qui là va être forcément en fin d'enquête, une fois que l'enquête sera clôturée, pour que on puisse vous présenter la manière dont on analyse les données et puis faire un premier niveau de formation sur cette analyse de données, pour que vous appréhendiez bien ce qui a été fait et ce que recouvrent précisément les chiffres, que vous puissiez les maîtriser. Troisième formation qu'on va dispenser, c'est mener une enquête éclair, qui là, pour nous, s'inscrit pas, enfin, on va pas pouvoir mener la démarche OLVA avec le questionnaire tronc commun, avec une enquête éclair. Une enquête éclair, c'est plutôt une enquête relativement rapide sur quelques questions et qui permet de prendre le pouls, de prendre la tendance sur un phénomène bien spécifique. Et donc, l'idée de cette formation, c'est de voir de A à Z comment on construit son questionnaire, comment on le met en ligne, et on récolte des données, et comment on traite ces données de manière simple. Mais voilà, j'insiste, c'est des enquêtes qui sont voilà, beaucoup plus simples que l'enquête tronc commun et voilà, qui permettent d'aller moins loin, mais qui sont plus rapides. Sur les autres outils qu'apporte le RNMA, ça va être tout l'outillage avec le questionnaire tronc commun, la mise en ligne du questionnaire, la collecte des données, voilà, un certain nombre d'outils qui vont vous faciliter aussi, issus de l'expérience des autres territoires, qui vont pouvoir vous faciliter la mise en œuvre de la démarche. L'analyse de données, on en a déjà pas mal parlé, même si là-dedans, on va comprendre à la fois les données existantes. Il existe peu de données, mais il en existe quelques-unes sur la vie associative, notamment sur les créations d'associations, sur les associations employeuses, données qu'on va évidemment exploiter avant l'enquête et après l'enquête voilà, pour les valoriser. Et aussi évidemment les données qu'on a collectées pendant l'enquête. Donc ça, on en a déjà un peu parlé. Et dernière fonction, ça va être la fonction de mise en réseau et de valorisation. Alors, mise en réseau, voilà, on a une cinquantaine d'observatoires. On organise 2 fois par an des journées d'échange de pratiques qui permettent justement aux différents territoires qui sont en cours d'observation de se croiser, d'échanger, de partager les difficultés, les bonnes pratiques, voilà, et d'avoir aussi de notre côté une amélioration continue de notre démarche d'observation. Voilà, et une dimension aussi un peu de valorisation parce que le RNMA va organiser régulièrement des colloques sur la question de la vie associative, et puis va mettre en valeur, voilà, au travers d'articles, etc., ce qui peut se faire sur le terrain dans les différents observatoires. Et la dernière partie, donc
les rendus, le CNH te laisse la main dessus. Ouais. Euh, donc, pour les rendus, les premières que vous voyez là, les chiffres clés de la vie associative à Nantes, c'est des exemples, hein. Donc, c'est un document, une infographie vraiment de 4 pages où on va synthétiser vraiment les chiffres, les principaux chiffres de la vie associative en mettant les nombres d'associations actives, les nombres de salariés, une partie sur le profil des associations, donc secteur d'activité, une partie sur les moyens et une quatrième page autour des besoins et perspectives. C'est vraiment un document court, bien visuel, que vous pouvez vraiment diffuser à tout le monde. On a le document au milieu, c'est un document plutôt autour des associations employeuses. Donc, nous, on va analyser les données INSEE Flores, donc la plus récente, les derniers millésimes, et on va vous transmettre, faire un document aussi court autour des chiffres clés des associations employeuses. Et un dernier livrable, c'est vraiment le rapport d'enquête complet où on traite toutes les questions avec des graphiques et des commentaires. euh, on présente en détail la méthodologie. Donc là, ça peut être soit un rapport Word simple avec environ une quarantaine de pages, ou encore un rapport comme on voit là, qui s'est vraiment maquetté plus complet que l'infographie, mais quand même très visuel. Donc, il y a le petit lien après pour regarder les autres productions Olva qu'on va vous transmettre le PPT. Je ne sais pas si tu veux compléter par rapport à ça, c'est bon. Non, non, ça me semble très clair. Par contre, on peut peut-être passer sur un temps d'échange et de questions-réponses si vous avez des questions. Donc voilà, deux possibilités. Le chat d'une part, si, voilà. Ou sinon, vous pouvez aussi lever la main ou rallumer votre micro directement pour poser des questions ou peut-être témoigner si vous avez de votre côté un projet d'observation sur votre territoire. Euh, voilà, n'hésitez pas. Ou alors peut-être qu'on a été extrêmement clair et qu'il n'y a aucune question. Bonjour, moi j'aurais une question. Bonjour. Je me présente, je suis Margot Duval et je suis chargée de mission sur Guidasso. Voilà, qui est ben, en fait une émanation d'une politique publique de restructuration de l'accompagnement associatif. Et en fait, je suis assez étonnée parce que j'ai découvert assez tardivement justement ce système d'observatoire. Et en fait, moi-même, en mettant en place du coup cette politique publique de restructuration de l'accompagnement aux associations, on a mis en place des copiles en fait par territoire, que ce soit au niveau de la Haute-Garonne, parce que moi je représente la Haute-Garonne, ou l'Occitanie en général. Et en fait, on s'est vite rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas d'observatoire de la vie associative sur notre territoire. Et bon, en fait, ce qui se passe, c'est que en fait, je me demandais, est-ce que vous travaillez avec Guidasso? Parce que, en fait, nous, tout ce qu'on fait actuellement, on est clairement dans ce système déjà d'observation, en tout cas de la vie locale, en travaillant déjà avec les partenaires. Donc, en fait, je l'ai vraiment découvert par hasard que ça existait, ce système-là. Donc, quand vous dites que vous faites un travail partenarial, est-ce que, justement, à quelle échelle ça s'articule? Parce que c'est pas seulement local, mais c'est peut-être même au niveau national qu'il faudrait. Parce qu'en fait, il y a des guides assos partout maintenant, sur tous les territoires de France. Et en fait, comment allier les forces? Parce qu'en fait, on mobilise tellement les associations, même dans le cadre de Guidasso. Nous, on l'a tellement fait déjà. En fait, elles sont épuisées d'être sollicitées sur des questionnaires, etc., etc., etc. Donc, en fait, en alliant les forces, déjà, on est plus fort, déjà. Et le message passe différemment aussi. Mais également, on obtient davantage d'informations. On évite d'épuiser ces associations-là, qui sont déjà épuisées. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens en Haute-Garonne. Et je ne parlerai pas pour le reste de la France, mais voilà, c'était ma question.
Est-ce que vous travaillez déjà avec Guid'Asso? Vous en avez entendu parler? Je ne sais pas. Tout à fait. Où vous êtes dessus. C'est qu'il y a une politique publique prioritaire de l'État aussi. Mm. Ouais, Voilà, ouais. je voulais dire. Merci pour la question. Effectivement, alors bah, pour Guidasso, oui, le RNMA est au copil national de Guidasso et suit attentivement le chantier aux côtés de la JEBA, fait aussi en sorte, au travers de son réseau, d'accompagner le déploiement du dispositif à l'échelle des territoires. Voilà, c'est évidemment enfin, comme je le disais en présentation, l'un des rôles du réseau est d'accompagner, enfin, des membres du réseau est d'accompagner la vie associative à l'échelle locale. Donc, la connexion à Guidasso est toute évidente et se fait évidemment en partenariat avec les services de l'État. Euh, euh, Quant à articuler la question de l'observation à ce travail de Guidasso, oui, évidemment, ça va être en tout cas la question de se poser voilà, comment est structurée la vie associative à l'échelle des territoires, quels sont les appuis qui existent, comment on articule ces appuis, quels sont les besoins et comment on y répond. Enfin voilà, il y a pas mal de questions que posent les observatoires qui sont très connexes à la structuration de cette politique publique. Euh, Aujourd'hui, l'articulation se fait alors variablement à différents endroits selon les réalités territoriales. Mais on observe en tout cas de plus en plus la création d'observatoires régionaux de la vie associative. En tout cas, il y en a un actif en Hauts-de-France et d'autres qui se déploient à droite à gauche. Et c'est vrai que ces échelles de territoire régionales permettent d'avoir une approche du territoire un peu différent. Après, je pense qu'il faut aussi, évidemment, hein, articuler toutes ces démarches, mais aussi les connecter aux réalités des acteurs. C'est-à-dire que nous, on a pris le parti d'avoir une observation locale qui, justement, va s'inscrire dans des réalités de terrain qui sont proches des acteurs. Et ce qui aussi, comment dire, permet des modalités d'action qui s'inscrivent à l'échelle des territoires. Nous, bien souvent, les observatoires s'inscrivent à l'échelle d'une commune, d'une communauté de communes. Et c'est vrai que c'est des échelles pertinentes aussi, aussi pour l'action. Alors, je ne dis pas que ça ne l'est pas à d'autres échelles, mais en tout cas, c'est aussi dans l'articulation de ces différents niveaux d'observation, ces différentes échelles d'observation, qu'on peut trouver aussi un intérêt et des réponses cohérentes. Euh, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si. Ça m'apparaît clair. Mais justement, enfin, c'est intéressant, enfin, derrière l'ambition aussi, parce que bon, Guid'Asso n'a pas pour vocation à la base en fait d'être un observatoire de la vie associative, mais en fait l'est par conséquent quelque part. Donc c'est Mm, vrai que c'est effectivement un travail connexe entre les deux. Mais merci pour la réponse. Nous, on est en train de, parallèlement à Guid'Asso, en fait, parce qu'on travaille aussi pour une éducation, enfin une éducation, une fédération d'éducation populaire, pardon. Et moi, enfin, c'est mon employeur. Et donc, on est en train de monter tout un groupe aussi en parallèle avec des universitaires, des élus, des chercheurs, etc., sur la vie associative. Et donc, c'est vrai qu'en fait, toutes ces réflexions-là, c'est des réflexions un peu fleuves et qui parcourent la vie associative en ce moment, qui est en crise. mm, Et donc, il s'agit en fait de se poser la question comment on articule maintenant toutes ces questions avec tous les dispositifs qui sont à notre portée. mm, Et comment on fait pour faire pensée commune autour d'une chose absolument merveilleuse qu'on a, c'est-à-dire la vie associative, la loi 1901, etc., et tout ce qui en découle. Et j'aurais aussi une autre question, du coup. Bon, là, c'était pas une question, c'était plutôt un étalage de ce qu'on fait et toutes nos idées. Mais donc là, j'aurais une vraie question qui serait, est-ce que vous vous reposez, parce que vous avez parlé de la relation avec les collectivités, etc., les pouvoirs publics, est-ce que vous connaissez la charte des engagements réciproques? Est-ce que vous en avez entendu parler? Comment vous mobilisez ce document-là qui est absolument fondateur des relations entre l'État, les associations et les collectivités? Et voilà, c'est ma question. mm.
Alors oui, oui, la charte des engagements réciproques, on la connaît bien pour avoir travaillé en proximité avec le mouvement associatif qui en est l'un des signataires aux côtés de l'État et des collectivités territoriales, pour travailler sur sa déclinaison et l'évaluation aussi de la mise en œuvre de cette charte des engagements réciproques, parce que nous, on a énormément de membres qui travaillent le sujet. Alors, j'ai envie de dire travaillent le sujet parce qu'au-delà de la question de la charte en elle-même, la question, c'est surtout comment on la construit, comment on travaille ensemble pour se mettre d'accord sur ce qu'elle contient, etc. C'est toutes ces dimensions qui sont productrices. Et du coup, oui, oui, c'est des éléments qu'on travaille pas mal, qui nous éloignent légèrement sur notre question de l'observation, mais enfin, pas tant que ça, parce que finalement, c'est des conséquences suite à l'observation. Ça peut être des choix qui sont de se dire, bah voilà, au regard des enjeux, des défis qui sont face à nous, construire une charte des engagements réciproques, c'est quelque chose. C'est quelque chose d'intéressant et d'utile pour le dialogue Villasso. Euh, voilà, et puis je vous renverrai, enfin voilà, sur nos derniers travaux, là, on a sorti il n'y a pas longtemps les actes de nos rencontres nationales qu'on a organisées à Rennes sur cette question de la co-construction de l'action publique et sur notamment tout le travail d'évaluation qui a été fait à Rennes sur la charte des engagements réciproques, qui est voilà, un travail que je pense assez exemplaire sur ces questions de charte des engagements réciproques. Du coup, je vois que dans le chat, il y avait aussi quelques questions sur les formations à venir. Est-ce qu'elles sont à distance ou en présentiel? Alors, on les privilégie en présentiel, en tout cas celles-là sont en présentiel, ce qui ne veut pas dire que on ne pourrait pas en mettre en place, mettre certaines en place en distanciel, mais c'est vrai que voilà, on trouve ça plus facile de se croiser et d'apprendre à se connaître. C'est toujours intéressant. Et quel est le coût d'une telle démarche? Alors, ça va dépendre de la taille de la collectivité ou du territoire qui est observé, parce que forcément, c'est pas le même temps à consacrer quand on est sur un petit territoire et quand on est sur un territoire plus large. Donc voilà, il faut que c'est des choses qu'on discute, mais en gros, c'est entre 8 et 12 000 euros. Voilà, peut-être un petit peu plus si on est sur des échelles départementales ou autres, mais voilà, en tout cas, le, c'est à peu près ces coûts-là. Voilà. À discuter ensemble aussi en fonction de, comme on le disait, on peut aller plus ou moins loin dans l'analyse, on peut vous transférer plus ou moins de choses, donc ça, c'est aussi des choses qu'on peut discuter et qui font partie euh, de, de cet échange sur le tarif. Voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, n'hésitez pas. Alors là, une question ouais, sur la mutualisation à l'échelle d'une communauté de communes. Alors, se posent en fait plusieurs questions, c'est-à-dire que effectivement, on sent bien, et notamment en milieu rural, que l'échelon communauté de communes devient de plus en plus pertinent. Enfin, nous, on le voit au niveau de la structuration des maisons d'association. Pour ce type d'équipement, la communauté de communes est plus pertinente, en tout cas à une échelle qui permet justement de mutualiser cet équipement à l'échelle de plusieurs communes. Euh, mais aujourd'hui, la difficulté est dans la compétence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vie associative est souvent une compétence communale et, ce qui limite en fait les communautés de communes dans leur capacité à
à monter ce type de projet ou à structurer. Voilà. De la même manière, sur les observatoires, on a peu d'observatoires qui s'inscrivent à l'échelle d'une communauté de communes parce que ça n'est pas de leur compétence. Ce qui arrive, et on a plusieurs cas, c'est des communes nouvelles où là on est voilà, sur plusieurs communes qui ont fusionné, qui ont créé une commune nouvelle et qui du coup ont la compétence. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est un peu aujourd'hui la difficulté qu'on constate à l'échelle de la communauté de communes, même si on voit bien que c'est l'échelle pertinente, en tout cas, que ça peut être une des échelles pertinentes. Voilà. Ça se pose, là je parle pour le cas d'un portage par une structure municipale ou par une collectivité, ce qui se pose moins dans le cas d'un portage d'observatoire par une maison des associations ou par une structure associative. Là, on voit plus régulièrement, et c'est le cas à plusieurs endroits, que c'est vite le bassin de vie ou la communauté de communes qui est privilégiée pour l'observation. Voilà, je ne sais pas si une réponse pas forcément très, très encourageante, mais voilà, en tout cas, c'est nous les constats qu'on fait aujourd'hui à l'échelle du réseau. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je vois que Luciana vous a partagé le site sur lequel on va retrouver régulièrement les différentes formations du réseau. Euh, S'il n'y a plus de questions de vos côtés, je vous propose qu'on s'en arrête là. Nous, on va vous transmettre les différents éléments de cette présentation. Donc le PowerPoint qu'on a diffusé, on vous en renverra aussi vers les différents éléments de présentation de notre site, du site formation, etc. Et on pourra vous ajouter un lien vers la présentation d'aujourd'hui pour que vous puissiez euh, voilà, vous y référer, la partager, etc. Et n'hésitez pas à revenir vers nous, vous aurez toutes nos coordonnées dans le mail si jamais vous avez des questions qui vous viennent par la suite, euh, ou si vous avez des projets à nous partager. Enfin voilà, on est, on est ouvert pour vous mettre à disposition les ressources qu'on peut avoir et vous orienter sur ces questions d'observation. Merci à toutes et tous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, bonne fin de journée. Merci, au revoir.